Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Jouer régulièrement des petits rôles ne vous empêche pas de mener une grande carrière, et cela sans faire le moindre cinéma. C'est peut-être pour cette raison que l'on vous a surnommé l'illustre inconnu, et pas seulement parce qu'à l'écran comme à la scène, vous êtes un petit soldat. Bonjour Marilyn Canto. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on connaît votre visage, on connaît votre nom, mais on ne connaît pas votre parcours. Et là, à l'occasion de la sortie d'un film et d'une série télé, je dis que c'est l'occasion de mieux vous connaître, parce que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Oui, absolument. Alors on va l'évoquer à travers des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie. Et je vais vous donner une première date qui vous a marqué, le 11 janvier 78, la sortie de ce film. Chanson de Mort Schumann, qui a démarré sa carrière, on l'oublie, avec des chansons pour Elvis Presley, qu'il n'a jamais rencontré, parce que c'est son mentor, son collaborateur Doc Pomus, qui rencontrait Presley pour placer les chansons. D'accord, je ne savais pas du tout ça. Alors, c'est vos débuts à l'écran dans ce film, Hôtel de la plage, où vous êtes Juliette et vous avez à peine 16 ans. Comment c'est arrivé, ça? Alors, c'est arrivé par une copine à moi. On était au lycée, et puis elle me dit, tiens, il y a un casting sauvage, il y a un casting qui se fait pour un film. Est-ce que tu as envie de venir avec moi pour passer des essais? Elle avait très envie. Moi, j'avais plus ou moins envie, mais comme ça, enfin, un peu pour l'accompagner. Et j'ai fait ces essais et j'ai été retenue par elle, malheureusement. Et voilà, ça s'est fait, mais très simplement. Ils m'ont demandé d'improviser. Moi, j'ai improvisé. Et puis ensuite, je me suis retrouvée donc, sur ce film l'été d'après. C'était l'été. Mes parents m'ont laissé aller sur ce tournage, et c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que c'était à Perros-Guirec. Exactement, c'était à Perros-Guirec. D'ailleurs, où Gustave Eiffel avait une maison et où Thierry Leluron est enterré. Ah d'accord, je ne savais pas non plus. Alors c'est se retrouver comme ça l'été, pendant les vacances scolaires à Perros-Guirec pour tourner un film, c'est pas désagréable. Voilà, exactement. Ça a commencé par une expérience très agréable, et en plus j'avais l'impression d'être en totale liberté parce que j'étais sans mes parents, et que voilà, je découvrais à la fois un tournage et puis des vacances. Pour moi, c'était comme des vacances et un tournage, c'était les deux. En plus, Michel Lang était quelqu'un de très gentil vis-à-vis des comédiennes. Il n'y avait que des jeunes autour de vous. Absolument, on était toute une bande de jeunes, plus des adultes. Il y avait Guy Marchand, il y avait Daniel Secaldi, je crois. Daniel Secaldi, il y avait, je me souviens plus de tous les noms des acteurs, mais il y avait plein d'acteurs qui étaient très paternels ou maternels, quoi. On était très encadrés, quoi. C'est un film quand même où vous avez débuté, où ont débuté Anne Parillot, Sophie Barjac et quelques autres. Oui, absolument. Et c'est le genre de comédie qu'on ne fait plus aujourd'hui? Non, je pense que non, ça se fait plus. C'était une comédie à la fois avec chansons, une comédie populaire. Non, il y en avait. Je pense pas qu'on en fasse dans ce genre-là, non. Et le film avait très bien marché, puisqu'il avait été 10e au box-office devant Les Bronzés. Ah bon? Et oui, il avait battu Les Bronzés. Il avait fait 2 700 000 entrées contre 2 300 000 aux Bronzés à l'époque. Ah oui, donc c'est un film très populaire. Alors c'est vos jeunes années. Alors vos jeunes années, il y a à la fois Oran et Paris, le Faubourg Saint-Antoine, Marilyn Canto. Surtout Faubourg Saint-Antoine. Moi, j'ai grandi dans le Faubourg Saint-Antoine, et j'ai sillonné, je continue à habiter pas très loin de ce quartier-là, auquel je suis très attachée. Vous êtes né, je crois, à Oran, et vous êtes parti tout de suite? Oui, tout de suite, où j'avais un mois. Voilà, donc je connais rien. Oui, voilà. Donc je connais rien, je connais pas grand-chose, quoi, de ce pays. Alors que le Faubourg Saint-Antoine, le quartier du meuble, ça vous est très familier. Tout à fait. C'est-à-dire, ce quartier a donné lieu à un best-seller, je ne sais pas si vous le savez, qui s'appelle, qui est un livre de Jean Divot, 249 boulevard Saint-Antoine. Jean Divot, qui avait été fondateur de Télé 7 jours, prend sa retraite. Il se souvient de ses jeunes années au Faubourg Saint-Antoine. Il en fait un roman, et ça a été le début, alors qu'il était à la retraite, d'une carrière de romancier qui a duré 30 ans. Ah d'accord. Et ça a été le point de départ. Et vous avez vu ce quartier changer, c'est un quartier méconnu finalement du grand public. Oui et non, parce que c'est quand même un quartier où les manifestations passent. Oui. C'est quand même un axe. Donc je pense que c'est la place de la Bastille, c'est quand même assez connu. Donc non, je pense que c'est un quartier qui a énormément changé. Parce que maintenant, il y a plus du tout cette tradition du meuble, de l'ameublement et tout ça. Maintenant, il y a des grandes marques qui font ça. Enfin,
Du coup, ça a changé, oui, ça devient, ça devient un quartier commerçant et avec plein de restaurants. Et c'est un quartier assez joyeux, assez populaire et joyeux. Oui, en même temps, c'était le quartier des ébénistes quand vous étiez enfant. Absolument, des ébénistes, il y avait des comment on appelle ça, ceux qui vernissent le bois. Oui. Enfin bon, non, il y avait je m'en souviens bien de ça, quoi, comme un quartier que de meubles. Voilà. Et votre père, je crois, était chauffeur-livreur. Votre mère travaillait dans une boutique d'habillement. Et après, ils ont fondé leurs entreprises. Exactement. Ouais, tous les deux, ma mère a commencé comme vendeuse et puis ensuite elle a eu son propre magasin et mon père a commencé, oui, comme dans une société de transport et puis après il a créé sa société de transport lui-même. Et le samedi, pendant que votre mère travaillait, il vous emmenait au cinéma, Marilyn Canto. Exactement. Vous savez tout. Oui, j'allais tous les samedis au cinéma avec mon père, quasiment. C'était des westerns, je crois. Oui, je pense qu'il aurait aimé avoir des garçons et puis surtout lui il aimait les films d'action ou les westerns, donc on allait voir essentiellement des films d'action et des westerns. Je crois que vous avez vu plusieurs fois Rio Bravo. Oui. Mais surtout 40 tueurs. Oui, j'ai vu beaucoup de... Vous savez tout. Oui, j'avais que des images de films d'action, de films avec des chevaux, des westerns, des grands espaces. On allait surtout voir ça. Et 40 tueurs, c'est un film de Samuel Fuller. Pourquoi ce film vous a marqué? Pourquoi l'avez-vous vu tant de fois? Sans doute parce que ça a marqué mon enfance et que du coup j'ai voulu le revoir pour comprendre à quel point ce film m'avait marqué, je pense, ouais. Et puis Samuel Fuller, après j'ai vu ses films, donc je pense que j'ai voulu revoir le premier film que j'ai vu de Samuel Fuller. En même temps, c'était un film, je crois, avec une comédienne, Barbara Stanwyck, qui était une star du polar et du western. Ouais, exactement. Qui est une actrice extraordinaire, absolument. Qu'on a un peu oublié, elle a été nommée 4 fois aux Oscars et elle a juste eu un Oscar d'honneur à la fin de sa carrière. Ah oui. Oui, mais elle a eu quand même une carrière passionnante. Elle a travaillé avec des grands metteurs en scène quand même. Et le western vous fascinait? Oui, j'étais obligée, de toute façon, j'avais pas le choix. Et non, puis en plus, c'était des grands metteurs en scène, Howard Hawks ou Ford, ou c'était des grands metteurs en scène. Donc, je voyais des beaux films. C'était des westerns, mais c'était des très beaux films. Et vous avez un point commun avec un autre grand metteur en scène qui considère justement ce film 40 tueurs comme son film préféré. Il dit que c'est le meilleur film de son auteur. Chaque scène de ce plan est magnifique, est une richesse d'invention et foisonne d'idées de mise en scène. Et on se croirait chez Abel Gance. Et ce garçon qui considère ce film comme le meilleur de sa carrière, c'est Jean-Luc Godard. Ah oui? Oui, fan de 40 tueurs. Ah, c'est incroyable, je savais pas. Mais oui, mais je l'ai revu récemment, ce film. Et effectivement, c'est incroyablement bien mis en scène, incroyablement rythmé. Oui, c'est vraiment un film marquant, je trouve. Et puis, il y a un autre film qui vous a marqué, mais dans des circonstances différentes. Nuit et brouillard, que vous avez vu à l'école, Marilyn Canto. Absolument, ils nous ont montré ça dans le cadre d'un cours d'histoire. Et ça a été un tel choc. C'était tellement violent à recevoir et tout que je suis sortie de la classe parce que c'était trop dur à voir et j'arrêtais pas de pleurer. Mais vous étiez en quelle classe? Je devais être en 4e. C'est très tôt pour Ouais, voir c'est ce genre de très film. très tôt, ouais. Parce que ce film a quand même marqué une époque. Il a été commandé par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et il a été interdit au Festival de Cannes parce que c'était la réconciliation franco-allemande. Et oui, mais je pense que c'était nécessaire que la professeure d'histoire nous montre un film qui parlait réellement de ce qu'avait été l'Holocauste, quoi. Mais c'est vrai que c'est un film d'une telle force, d'une telle puissance d'évocation, au fond, parce que c'est pas un film qui montre, c'est un film qui dit, qui parle. Je crois que vous avez fini à l'infirmerie ce jour-là. Oui, absolument. Ouais, j'étais trop secouée, ouais. Vous l'avez revu, ce film, ensuite? Non, je l'ai pas revu. Alors, vous êtes comédienne, Marilyn Canto, mais au départ, votre vocation, c'était la danse. Oui. Oui, je voulais faire de la danse classique, je voulais être danseuse. Et j'en faisais tout le temps, régulièrement, mais assez vite, je me suis aperçue que j'y arriverais pas. Je supportais pas la douleur, en fait, parce que ça passe quand même pas mal par la douleur. Et je dépassais pas ça. Donc les pointes, c'était pas pour moi. Et le cinéma vous a tout de suite attiré, la comédie?
Oui, je pense que en faisant de la danse, j'avais envie sans doute de m'exprimer, sans doute de jouer quand même, parce que la danse, on exprime des choses. Et puis comme j'ai fait ce film, je me suis dit, au fond, c'est pas par hasard. Vous voyez, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses, elles arrivent parce qu'on en a envie finalement. Et si je me suis retrouvée sur ce film, c'est parce que sans doute, secrètement, j'avais envie de jouer. Oui, et en même temps, vous avez beaucoup appris sur ce film Hôtel de la plage. Oui, j'ai découvert ce que c'était qu'un plateau de cinéma, ce que c'était que la concentration, ce que c'était que voilà, le moteur coupé, enfin, ce que c'était que vraiment un tournage de l'intérieur, oui. Et vous avez revu ce film récemment? Pas du tout, je l'ai jamais revu, figurez-vous, non. Vous en avez vu d'autres, je crois, en séchant l'école parfois pour aller au cinéma? Oui, régulièrement, oui. C'est-à-dire? Ah mais en fait je disais que j'étais au lycée, mais en fait je séchais, puis j'allais voir plein de films, j'achetais l'officiel des spectacles et j'allais tout le temps au cinéma. Et personne n'a jamais rien dit, vos professeurs, vos parents? Si, j'ai quand même redoublé, si vous voulez. Oui, d'accord. Donc je me faisais engueuler par mes parents qui disaient bah non, t'arrêtes d'aller au cinéma et tu vas en cours. Mais c'était vraiment une passion, c'est devenu une espèce de fascination, quoi. Vous pensiez qu'un jour vous en feriez votre métier? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je savais que cette espèce d'attirance pour les acteurs ou cette espèce d'attirance pour cette forme d'expression, oui, j'en ferais quelque chose, oui. Et vous en avez fait quelque chose, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 7 juillet 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Marilyn Canto. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marilyn Canto. Nous parlerons tout à l'heure de votre actualité, de vos actualités dans le cinéma, à la télévision. En même temps, on vous découvre, car encore une fois, on connaît votre nom, on connaît votre voix, on connaît votre visage, mais on ne connaît pas votre parcours. Donc on l'a commencé avec l'Hôtel de la plage. Et puis le 7 juillet 1981, c'est une date importante, car débute à Avignon ce spectacle. Qu'est-ce que c'est que ça? La danse du diable? C'est pas possible. La fameuse danse du diable, oui, c'est lui qui l'a inventée tout seul, non? Si, la déjà, danse on du est diable tombé de Philippe malade. Cobert. Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué beaucoup. Ah ouais, c'était extraordinaire la puissance poétique de Philippe Cobert. Ouais, j'ai dû voir le spectacle pareil plusieurs fois parce qu'après il l'a joué à Paris et c'était d'une telle liberté, d'une telle drôlerie, d'une telle poésie que oui, ça m'a marqué, oui. Là, ça évoquait la jeunesse d'un enfant du pays provençal. On évoquait toute l'époque, le bac, 68, les événements historiques qui ont bouleversé la société. Et vous êtes arrivé à Avignon pour voir ce spectacle? Mais non, j'allais à Avignon en fait pour voir des pièces de théâtre parce que je commençais à avoir envie de faire du théâtre et je suis tombée par hasard sur ce spectacle et ça m'a fascinée, oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous a fasciné? La puissance burlesque de Philippe Cobert et puis son écriture aussi. C'était une écriture... c'était pas vraiment du one-man show, c'était un vrai spectacle de théâtre, mais il était seul en scène. Et pendant 3 heures? Oui, pendant 3 heures. Et il représentait tellement de personnages. Il représentait sa mère, il représentait De Gaulle, il représentait Mouchkine, il représentait toutes sortes de personnages. C'était entre la commedia dell'arte et le monologue presque, enfin, mais il était extraordinaire, oui, ça m'a marqué vraiment. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et je crois ensuite, Marilyn Canto, que vous avez suivi Cobert à la trace presque. Oui, j'ai vu tous ses spectacles. Il le sait, vous l'avez parlé? Bien sûr, on s'est rencontrés plusieurs fois, il connaît mon travail et voilà, lui aussi, et oui, je suis allée voir tous ces spectacles, oui. Il racontait justement comment il avait pris ses premiers cours de théâtre et je crois que le théâtre a fait aussi partie de votre ADN depuis vos jeunes années. Oui, après, effectivement, j'ai voulu, après avoir fait l'Hôtel de la plage, j'ai fait d'autres films, mais ça ne me suffisait pas. J'avais envie d'essayer de dire Shakespeare, de dire Tchekhov, de dire des textes, des grands textes. Et j'ai commencé par faire le cours Florent, puis la classe libre, puis j'ai passé le conservatoire, et puis je l'ai raté, et puis j'ai passé le TNS, et je l'ai réussi. Le TNS, qui est le Théâtre National de Strasbourg, oui, qui est le second cours d'art dramatique en France, très suivi, où il y a peu de monde d'ailleurs. Oui, on est 12 élèves, et c'est tous les 2 ans le concours. Et là, il fallait lire des textes? Et là, en tout cas, on travaillait on faisait que du théâtre. On travaillait des pièces de théâtre, que ce soit, de Musset à Racine, en passant par toutes sortes de textes, mais des Tchekhov. Et c'était bien d'essayer, c'était bien de se coller à ça, de se coller au théâtre.
Et Marlene Canto, je crois aussi que le théâtre, dès vos jeunes années, vous alliez au théâtre, mais toute seule, comme ça, pour le plaisir. Pareil, oui. Voir quoi? Mais j'allais un peu par hasard. Par exemple, je me souviens que j'étais voir la pièce de la première fois Patrice Chéreau, c'était Peer Gynt. Okay. Je m'étais inscrite en fait au théâtre de la ville et j'allais au théâtre de la ville voir les spectacles. Et à force, j'allais à l'Odéon, j'allais dans les lieux où il y avait un théâtre de qualité. Et j'ai pu voir des tas de pièces, oui. En même temps, c'était complémentaire du cinéma. Oui, c'était aussi intéressant que le cinéma, bien sûr, oui, oui. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup marqué votre carrière à vos débuts et qui a été important. Vous allez reconnaître sa voix. J'ai commencé très jeune à adapter des œuvres qui n'étaient pas destinées au théâtre. Jean-Louis Barrault. La première fois, oui. Mais oui, parce qu'en fait, là, c'est la première personne qui m'a donné ma chance au théâtre, qui m'a engagée. J'étais encore au cours Florent, et voilà, on savait qu'il passait une audition. Je suis allée passer l'audition et j'ai été engagée sur un spectacle qui s'appelait Angelo, tyran de Padoue. Oui, qui est une pièce de Victor Hugo, oui. qui a été créée au Théâtre Français. Ah oui, à la oui. Comédie Française. Et c'est vrai qu'il vous a repéré tout de suite. Comment ça s'est passé? Oui, pareil, j'ai passé une espèce d'audition et puis tout de suite il m'a dit c'est bon, c'est vous. Alors, Jean-Louis Barrault, il faut savoir qu'à l'époque, je crois qu'il avait repris le théâtre du Rond-Point. Oui, il dirigeait. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il avait eu le théâtre d'Orsay, qui est devenu aujourd'hui le musée d'Orsay. Ça fermait, c'était une ancienne gare, et on lui a mis le Rond-Point, qu'ensuite Jean-Michel Ribes a développé. Absolument, oui. Et là aussi, c'est lui, on oublie qu'il a créé ce théâtre, qu'il a fait tout pour que ce théâtre existe. Jean-Louis Barrault ? Oui. Oui, c'était vraiment un amoureux, enfin un passionné de théâtre. C'était sa vie, il aimait que ça. Et il vous a appris beaucoup de choses? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout appris par une actrice qui s'appelait Geneviève Page, oui. qui avait le rôle principal et qui était extraordinairement puissante. Donc j'ai beaucoup appris en la regardant travailler, oui. Et à travers les répétitions, comment elle travaillait, oui, j'ai beaucoup appris. Mais Jean-Louis Barrault, comme metteur en scène, était très dur aussi, très précis. Oui, absolument. Je ne sais pas s'il était dur, mais je dirais qu'il était précis, oui, dans sa mise en scène. Et il faisait sortir les acteurs d'eux-mêmes. Ah, il n'y avait pas besoin de la faire sortir d'elle-même, Geneviève Page. Elle était assez excessive naturellement. Et en même temps, elle était excessive, mais en même temps, elle vous a beaucoup appris. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Marlene Canto? À la fois la puissance et à la fois la rigueur. C'était quelqu'un qui travaillait énormément et qui... à chaque répétition, essayait de proposer. Et elle avait surtout une espèce de force incroyable. Et ça, c'était assez admirable à voir pour moi, jeune actrice, de voir à quel point elle était capable d'occuper le plateau juste par sa présence et par son autorité naturelle. Elle avait une autorité naturelle. Moi, ce qui m'attriste, c'est que Jean-Louis Barrault, qui a été un grand metteur en scène, a fini sa vie tout seul chez lui, avenue du Président Wilson, avec Madeleine Renaud, sa femme. Personne ne venait le voir. Un jour, j'ai voulu faire un film sur lui, je suis allé le voir. Ah bon? Il était très fatigué. La télévision n'en voulait pas. Jean-Louis Barrault n'intéressait plus personne après qu'il ait arrêté de faire du théâtre. Ah, je ne savais pas. C'est fou, hein? Ah oui, c'est fou. Parce qu'il avait une carrière extraordinaire. Oui, absolument, oui. Et c'est grâce à lui aussi que vous avez pu communiquer régulièrement avec une autre légende. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère! Voilà, Arletty qui, en fait, Louis Jouvet dans Hôtel du Nord la traite d'atmosphère. Et c'est pour ça que cette réplique culte est née. Et Arletty, vous étiez une inconditionnelle, Marlene Canto, et vous l'avez même pas rencontrée, mais eu au téléphone. En fait, c'était justement par Jean-Louis Barrault. Je parlais un jour avec Jean-Louis Barrault et je lui disais mon admiration pour Arletty. Et il m'a dit, mais en fait, elle vit toute seule, elle était aveugle. Et il me dit, mais prends son numéro et appelle-la. J'ai dit, mais non, mais j'oserais jamais. Et il me dit, si, ça lui fera plaisir. Donc je l'ai appelée, j'ai pris mon téléphone, je lui ai téléphoné, je suis tombée sur elle directement, avec cette voix incroyable qu'on entend là, et on a commencé à parler. Je lui parlais des répétitions avec Jean-Louis Barrault, donc ça lui faisait plaisir d'entendre parler du théâtre, de Jean-Louis Barrault, de Madeleine Renaud, tout ça. Et assez régulièrement, après, on s'est parlé. En fait, elle me disait,
rappelons-nous, je la rappelais et je l'appelais régulièrement. Je l'appelais souvent à chaque anniversaire. La date de mon anniversaire, pour moi, c'était mon cadeau que je me faisais. J'appelais Arletty, on parlait et elle me parlait de sa vie, mais elle voulait. Moi, j'avais envie de la rencontrer, mais elle voulait pas parce que elle préférait pas qu'on la rencontre. Elle voulait juste qu'on parle au téléphone. Mais pourtant, des gens allaient la voir. Jean-Claude Brialy allait la voir régulièrement. Oui, peut-être, mais moi, je la connaissais pas. J'avais pas cette relation qu'elle avait avec Brialy, quoi. Mais en tout cas, elle était toujours chaleureuse, toujours drôle, toujours vive, comme elle était, quoi. Moi, j'étais un jour dans son appartement l'interviewer, j'ai eu ce privilège. Ah oui. Elle avait un tout petit appartement de 2 pièces. Ah oui. Elle était aveugle, mais elle voyait quelque chose puisque c'était la sortie d'un livre et qu'elle m'a dédicacé le livre. Ah. Elle signait, elle était capable d'écrire. D'accord. Mais ça fait aussi partie des légendes d'une époque, Arletty. Oui. C'est un cinéma qui vous a marqué aussi? Oui, puis surtout elle, parce qu'elle est à la fois très drôle, je trouve, Arletty, et très audacieuse. Je trouve elle est très insolente dans son jeu. Donc oui, c'est bien sûr. J'ai beaucoup de passion pour Arletty, oui. Et quand vous voyez tous ces acteurs et que vous avez appris, que ce soit notamment à Strasbourg, beaucoup de choses, vous sentez le travail que ça représente derrière? Oui, enfin en tout cas, je vois leurs propositions, ce qu'ils proposent en fait. Je vois à quel point ils ont créé un personnage et c'est pas eux, vous voyez, des choses comme ça. Donc oui, c'est comme le Louvre. Plus on voit de tableaux, vous voyez, on va au Louvre pour voir des grands maîtres. Et moi, j'allais au cinéma ou au théâtre pour voir des grands maîtres et m'en inspirer. Arletty, c'en était une, par exemple, une inspiration. Il y en avait beaucoup d'autres? Oui, il y avait Gina Rowlands, par exemple. Oui. Voilà, ou Magnani, voilà. Et Bette Davis, voilà. C'est les trois, Bette Davis, Magnani et Gina Rowlands. Bette Davis qui a eu une fin de carrière extraordinaire car elle est revenue alors que personne ne croyait plus en elle. Et vous savez comment? Allez-y, je sais, mais racontez-le. En fait, elle a mis une annonce dans le journal en disant qu'elle était une actrice qui n'avait pas si mauvais caractère que ça et qui avait fait ses preuves et qui cherchait du travail. Et résultat, elle a fait une immense carrière. Non, ça c'était à la fin de sa carrière. Oui. Elle a eu une espèce de trou. Oui. Et comme elle travaillait plus, elle s'est dit je vais mettre une annonce dans le journal. Voilà, mais elle a fait une immense carrière ensuite. Ah oui, absolument. La télévision. À la télévision. Elle est venue à Paris d'ailleurs pour les festivités de la Révolution. Et elle était toujours dans une forme incroyable et avec une énergie incroyable. Oui, jusqu'au bout. Moi, j'ai vu des images d'elle vers la fin de sa vie. On lui rendait hommage. Et elle était toujours aussi piquante. Toujours aussi insolente. On va continuer à parler de vous avec une autre de vos activités et la date du 14 septembre 2016. A tout de suite sur Sud Radio avec Marilyn Canto. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marilyn Canto. On connaît votre nom, votre visage, votre parcours est méconnu et on l'évoque aujourd'hui à l'occasion de la sortie de plusieurs activités qu'on évoquera tout à l'heure. Et on a beaucoup parlé donc de votre passion du théâtre, du cinéma, de vos premiers rôles avec Jean-Louis Barrault. Puis il y a une date importante, c'est le 14 septembre 2016, votre apparition dans cette série de télévision. Alex Hugo. Ah oui. C'est la première fois que vous arrivez dans Alex Hugo. Je crois que c'est si vous jouez la commissaire Christine Dorval, ancienne coéquipière d'Alex Hugo à Marseille, et vous arrivez dans la saison 2. Oui, absolument. Et c'est drôle parce que en fait, ça me fait penser au western quand j'entends la musique. Je me dis en fait, c'est sans doute pour ça aussi que j'ai fait cette série, parce qu'il y avait dans cette série, il y a de grands espaces. Vous voyez, il y a presque un peu des valeurs qu'on retrouve dans les westerns avec le Lonesome Cowboy. Ouais. Comment êtes-vous arrivé dans cette série, Marilyn Canto? Alors, je suis arrivée dans cette série de façon un peu classique, c'est-à-dire j'ai fait des essais. C'est un réalisateur qui a pensé à moi pour justement parce qu'il cherchait un personnage féminin, il voulait créer un personnage féminin. Et ce réalisateur a dit j'aimerais bien faire des essais avec Marilyn Canto. Donc j'ai fait des essais. Je ne sais pas s'il a vu beaucoup d'actrices. J'ai fait des essais, puis j'ai été prise et j'étais heureuse parce que j'entrais dans la série et on créait un rôle féminin à l'intérieur d'une série où il y avait beaucoup d'hommes. Voilà. Et je crois que l'épisode où vous arrivez s'appelle La Dame Blanche. Oui, absolument. Et c'était une aventure policière, c'était une énigme d'une certaine Dame Blanche qu'il fallait résoudre. Oui,
c'était ça, en fait. De toute façon, le rôle, c'était une commissaire. Donc l'idée, c'était, si j'étais bonne, de résoudre les enquêtes. La Dame Blanche, d'ailleurs, c'est le surnom d'une dame qui s'appelait Giulia Occhini, qui était une femme de médecin, qui a été la maîtresse de Fausto Coppi, grand champion de cyclisme des années 40, et qui était lui aussi marié. Et ça a été un des premiers scandales sportifs en Italie quand on a appris que Fausto Coppi avait une maîtresse surnommée la Dame Blanche parce qu'elle était toujours à côté de lui en blanc. Ah. C'est une histoire qui a marqué l'histoire de l'Italie. Et vous avez aussi des origines un peu italiennes, je crois. Oui. Alors, grâce à Alex Hugo, du jour au lendemain, votre vie change, Marilyn Canto. Vous devenez populaire. Oui, alors je dirais pas qu'elle change du jour au lendemain, mais disons que oui, je deviens populaire, je rentre dans l'appartement des gens et je leur deviens familière. Oui. Alors ça change votre vie dans la rue, un peu partout? Oui, ça change, mais c'est toujours très sympathique et très agréable, donc ça m'empêche. Enfin, oui, ça a changé. Oui, il y a un avant et un après Alex Hugo. Oui. Parce que jusque-là, un public vous connaissez, mais un public spécialisé, notamment au théâtre. Oui, ou de films quand même, parce que j'avais quand même tourné des films, donc pas tant le théâtre que le cinéma. Alors, Alex Hugo démarre, vous pensez que ça va durer 1 ou 2 saisons, ça va durer 8 saisons. Ah, il y a 8 saisons déjà, oui. Oui, j'ai enchaîné parce qu'en fait, ça se passait bien, les tournages se passaient bien, et j'aime beaucoup mes partenaires, donc j'ai continué à travailler avec eux, quoi. Oui, mais en même temps, c'est un travail très particulier. On a peu de temps pour tourner, il faut que ça aille vite. Oui, c'est différent les travails sur les séries que le travail au cinéma. C'est très ramassé dans le temps, on fait beaucoup de séquences, on a un peu moins le temps que dans le cinéma. En même temps, c'est des grands espaces comme vous les affectionnez. Oui, non mais c'était quand j'ai vu en fait les premiers que j'ai vus, parce que les premiers ils ont été faits sans moi, ça m'a frappé à quel point justement ça faisait penser, en tout cas c'était cinématographique, la façon de filmer, la façon de mettre des personnages isolés dans des grands espaces, ça m'a fait penser à un western. Alors au bout de 8 saisons, vous avez dit j'arrête parce que vous aviez envie d'autre chose. Oui, parce que je pense que j'avais fait le tour à la fois du personnage. Souvent dans ces séries, on essaie de pas trop se répéter, et je pense que on était arrivé à comment dire, on avait fait un peu le tour du personnage, et on pouvait se répéter, donc c'était pas la peine ça me semblait juste d'arrêter, comme Lionel a arrêté aussi. À peu près en même temps que vous, Lionel. Oui, Astier. absolument, et on avait un peu tous les deux le même sentiment, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer à être moi commissaire, lui gendarme, mais on avait peur de se répéter. Et les téléspectateurs vous ont pas regretté? On vous a pas... Si, énormément. Mais à chaque fois, alors, il est question qu'on en refasse un tout dernier, un où on reviendrait, Lionel et moi. Et oui, pourquoi pas, peut-être pas de façon récurrente, mais pourquoi pas revenir, oui. Oui, parce que je crois que le dernier épisode, Les Indomptés, laissait place à un retour possible. Exactement, oui, parce qu'en fait, moi, j'avais dit, mais pourquoi on ne ferait pas mourir? Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, parce qu'on ne sait jamais si elle revient, la commissaire. Oui, c'est un classique, d'ailleurs, faire mourir les interprètes qu'on veut faire partir. Moi, j'avais envie d'une belle mort. C'est raté. C'est raté. Vous l'avez échappé belle. Et les séries télé, ça a commencé très tôt, je crois, Marilyn Canto, puisque vous êtes dans Joël Mazar avec Véronique Jeannot à ses débuts. Oui. Et à vos débuts. Oui, j'ai fait cette série-là qui était aussi très populaire et qui était une série très moderne finalement, parce que c'était une série sociale sur des élèves dans des lycées techniques en banlieue. C'était une série au fond assez incroyable, moderne là-dessus, sur le thème d'un film social, de films sociaux. Oui, d'ailleurs ça se passait dans la banlieue parisienne, c'était un lycée professionnel avec des thèmes qui sont aujourd'hui d'actualité, les problèmes des lycées. Exactement. Et avec vraiment des cas de mères alcooliques, vous voyez, enfin il y avait vraiment c'était assez nouveau, c'était pas édulcoré, ça traitait de vrais problèmes. Et là aussi, vous étiez arrivé à la suite d'un casting? Pareil, ouais. Avec Véronique Jeannot qui débutait. Oui, alors moi j'étais dans la 2e saison, ça s'appelait Pause Café. Oui. Et ça a commencé par Pause Café, et moi j'ai fait Joël Mazar dans la 2e saison, oui. Mais en même temps, c'est une série qui a aussi marqué votre public. Énormément. On vous en parle encore? Oui, et comme j'étais assez désagréable avec Véronique Jeannot, on m'en voulait. Ah bon? Oui. Il y a plein de spectateurs qui me disaient non, mais oh là là, vous êtes horrible avec Véronique Jeannot. Mais bon, c'était mon rôle, c'était pas moi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est le nombre de seconds rôles que vous avez fait au cinéma ou à la télévision, dans des genres très différents. C'est-à-dire que vous passez, Marilyn Canto, de La clé sur la porte d'Yves Boisset à Qu'est-ce qui fait craquer les filles de Michel Vaucoré, et vous êtes dans Elle voit des nains partout de Jean-Claude Sussfeld. C'est quand même des films très différents. Oui, absolument. Mais ça, c'était les débuts. Après, j'ai fait d'autres choses, mais c'était au début, c'était ça. Oui, on me proposait des films. Moi, j'étais très heureuse de tourner, alors oui, j'acceptais. Et à chaque fois un casting? Oui. Parce que c'est non, pas après, non. Après, on m'appelait directement. Non, je ne fais pas à chaque fois passer des castings. Voilà. Mais en même temps, c'est assez rare de tourner des films aussi différents quand on est une jeune comédienne. Oui. Oui, puis, mais ça se faisait, les choses se faisaient naturellement. Vous voyez, je commençais ma carrière d'actrice, j'avais joué avec Jean-Louis Barrault, où j'avais fait cette série, et puis les choses se faisaient naturellement, les films s'enchaînaient assez naturellement. C'est un privilège? C'est une chance, ouais. Vous avez même tourné avec Claude Chabrol, je crois. Oui. C'est-à-dire, c'était dans L'ivresse du pouvoir. Oui. Ça aussi, c'est très particulier, Chabrol, c'est un bon vivant. Ah oui, c'était plus qu'un bon vivant, c'était un type assez extraordinaire de vitalité. De vitalité. Et ça vous touchait, ce genre de personnage? Ah oui, Claude Chabrol, parce qu'il est tellement intelligent, tellement vif et tellement drôle. Et puis il a un amour à la fois des acteurs, du cinéma, du plateau, de vivre bien. Il était assez exceptionnel là-dessus, Claude Chabrol. Et puis le problème, c'était les déjeuners qui n'en finissaient pas pendant le tournage. Finalement, pas tant que ça, mais c'était bon. Voilà. La particularité, c'est que c'était une bonne cantine. En tout cas, tout au long de votre carrière, vous avez fait des choses très différentes. Vous êtes un juge dans un scandale d'État et vous êtes la mère de Florence Artaud dernièrement dans Flo. C'est des choses très différentes. Oui, mais c'est ça l'avantage de ce métier, c'est-à-dire que heureusement que je n'ai pas joué que des commissaires, même si j'en ai fait plusieurs là récemment. Vous avez été accusé de meurtre aussi, je crois, dans une série télé. Oui. Il faut bien être criminel un peu de temps en temps, pas que policière. Et Florence Artaud, jouer la mère de Florence Artaud, c'était aussi quelque chose de pas simple, parce qu'il faut se mettre dans la peau du personnage qui a existé. Oui, et j'ai pas vu beaucoup j'ai vu quelques images de sa mère mais je me suis inspirée d'après ce que Géraldine Danon m'a raconté, et puis de ce qu'on savait un peu d'elle et du rapport qu'elle avait à sa mère surtout. Et vous êtes allé toujours suivant vos envies? Oui. Oui, je fais des choix sur des scénarios qui me plaisent et des rencontres surtout. Des rencontres avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui me plaisent. Et puis vous avez commencé à passer de l'autre côté de la caméra en étant assistante réalisatrice avec Le cœur fantôme de Philippe Garrel. Oui. Pourquoi ce changement? Pourquoi, quand on est comédienne, on ne devient pas toujours assistante réalisatrice? Non, mais avant de faire ça, j'avais déjà fait un court-métrage qui s'appelait Nouilles. Et j'avais envie de réaliser un long métrage. Et puis, il s'est trouvé, je ne sais plus comment, je me souviens plus exactement comment, je me suis retrouvée à rencontrer Philippe Garrel. Et voilà, il m'a proposé d'être son assistante. Et j'avais envie d'apprendre comment c'était de l'autre côté de la caméra, mais dans la fabrication, parce que de l'intérieur, vraiment. Et résultat, vous avez tellement appris de choses que vous avez réalisé votre premier long métrage, écrit où vous jouez, Le sens de l'humour, qui a été un long métrage pas facile à monter, parce qu'un premier film, c'est pas simple, il faut des aides de différentes fondations. Oui, mais j'ai eu l'Avance sur recette, j'ai eu la Fondation Gann. Alors c'était pas un film à gros budget, mais on l'a fait avec pas énormément d'argent, mais suffisamment pour le faire bien. Vous aviez envie de faire ce métier de réalisatrice? Oui, j'avais envie de réaliser, oui. Le métier, je ne sais pas si je dirais que c'est le métier de réalisatrice, je dirais que j'avais envie de réaliser ces films-là, vous voyez, précisément. Ce qui n'est pas pareil. Voilà, et des films que vous avez écrits parce que ça venait du fond de vous-même. Voilà, c'est des films nécessaires. Et Le sens de l'humour, vous l'avez bien entendu, parce que curieusement, ce titre n'avait jamais été pris au cinéma. Non. Ouais. C'est assez curieux. Oui. Et d'ailleurs, le sens de l'humour, c'est pas les mêmes pour les Français, pour les Américains, et même les Chinois ont un sens de l'humour particulier. Ils jouent sur les jeux de mots et les métaphores. Ah. Ce qu'on ne sait pas, la jeune génération chinoise adopte l'humour, ce qui n'est pas évident de leurs aînés. Alors, il y a eu aussi différentes choses. Il y a eu un film qui a été très important. C'est un film pour la paix au Proche-Orient que vous avez réalisé, un documentaire pour Arte. Là aussi, vous êtes un peu en avance sur votre temps.
Oui, j'espère être en avance sur mon temps et j'espère qu'il y aura la paix, oui. Comment c'est venu ce documentaire? En fait, c'est venu par Arte qui a une collection qui s'appelle Square Artist. Et le principe de cette émission, c'est de faire un portrait d'une personne de son choix, enfin qu'un réalisateur, une actrice ou un réalisateur, un artiste fasse le portrait d'une personne de son choix. Et moi, j'avais rencontré un peu par hasard un militant pour la paix. Et je me suis dit qu'au fond, j'avais envie d'entendre parler de ça. Qu'est-ce que c'était de faire la paix? Comment on fait la paix concrètement dans une région où apparemment c'est pas d'actualité, quoi. Et vous avez rencontré, je crois, le président du Forum international pour la paix. Voilà, il s'appelle Ofer Bronstein. Il a 2 passeports, un passeport israélien, un passeport palestinien. Il a travaillé sur les accords d'Oslo et il continue à militer pour la paix. Donc je l'ai suivi en Palestine, en Israël, et je l'ai suivi pour voir son action. Qu'est-ce que c'était? Comment on travaillait à la réconciliation? C'était quelqu'un de très secret. On n'entend pas beaucoup parler dans l'actualité. Maintenant un peu plus quand même, parce qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, on l'a entendu beaucoup sur les chaînes de télévision, parce qu'il connaît bien le sujet. Là aussi, vous avez été en avance, parce que vous avez traité ce sujet avant même les événements qu'on connaît aujourd'hui. Oui, oui. Et vous avez l'espoir que ce film apporte quelque chose et que ce que vous racontez dans ce film se concrétise, que la paix arrive? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. On est bien d'accord. Une autre date importante dans votre vie, c'est une date future, le 1er janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Marilyn Canto. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marilyn Canto. On a donc parlé de votre parcours, de Alex Hugo à Jean-Louis Barrault, en passant par des documentaires que vous avez fait, une carrière très très riche. Et le 1er janvier 2025 sort un film, un de plus, 6 jours, un film de Juan Carlos Medina, où vous êtes à l'affiche. Et là aussi, c'est un film très différent, c'est encore une histoire de police. Oui, alors c'est un vrai thriller assez dur sur un flic qui cherche, qui fait une enquête sur un enfant qui a disparu. Et c'est un film assez haletant, enfin très prenant. Je l'ai pas vu le film, moi j'ai juste lu le scénario. Et moi je joue une commissaire qui va être entre ce flic qui veut rouvrir l'enquête et moi qui refuse de rouvrir l'enquête. Donc cette espèce de dilemme entre eux et de bagarre entre eux deux, quoi. Oui, en fait, il n'a pas trouvé le coupable de ce kidnapping et quelques années plus tard, le hasard le met sur la piste de ces kidnappeurs. Exactement. Et lui, voilà, il veut absolument rouvrir l'enquête et moi je sais que ce sera très compliqué, donc je lui donne 6 jours pour, le film s'appelle comme ça, pour rouvrir cette enquête et trouver l'assassin. Il y a un côté 24 heures chrono dans ce film. Voilà, c'est ça. Tout est tendu à cause du temps qu'il a pour régler cette enquête. Et là aussi, ce sont des rôles très très durs. Oui, là pour le coup, c'est un rôle très dur, mais justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que elle est incroyablement autoritaire et à la fois elle le soutient et elle est dans un grand dilemme. Elle le soutient et à la fois elle veut pas qu'il déborde et elle sait qu'il est capable de déborder. Et commissaire de police, finalement, ça devient une de vos étiquettes? Oh non, j'espère. Non, mais vous avez fait quand même pas oui, beaucoup de choses. J'en ai fait 3. Oui. Ouais, voilà. Mais en même temps, la police est au courant. Ils vous en ont parlé Oui, parfois ça m'arrive de rencontrer des policiers qui me reconnaissent et qui sourient, voilà. Mais non, voilà, il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de séries policières aussi à la télévision, donc voilà, ça s'est trouvé comme ça. Alors, Juan Carlos Medina, c'est un réalisateur qui a fait une série, je crois que ça s'appelait Il y a Insensible, qui a été un gros succès. Et puis, il a disparu à jamais d'après Harlan Coben. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ces films-là. Ça a été un immense succès, Disparu à jamais. Oui. Oui, non, mais je pense qu'il a une vraie... il aime ça, enfin, les thrillers, et je pense qu'il est très fort là-dessus. Et les thrillers, pour vous, ça vous fascine? Oui, quand c'est bien réalisé, oui. Mais à regarder aussi? À regarder aussi, oui. Et Harlan Coben, vous connaissiez? Je connaissais, oui. C'est qu'il y a une chose extraordinaire sur lui. Il y a quelques années, il dit, voilà, j'étais à l'université en première année aux États-Unis, puis il y a un copain que je me fais, je lui dis bonjour Albi. Pendant des mois, on se salue, bonjour Albi, bonjour Harlan. Et au bout des mois, il dit, Albi, il s'appelle pas Albi, il s'appelle Albert. Et c'est Albert de Monaco. Et c'est comme ça qu'il est devenu copain avec le prince de Monaco. D'accord. Alors, ce film, c'est un de plus, mais il y a aussi... vous avez tourné avec Costa Gavras dans un film qui s'appelle Le Dernier Souffle, je crois. Oui.
et qui n'a rien à voir. Vous voyez, je joue pas du tout une commissaire. C'est vraiment un film qui parle de la fin de vie. C'est un film assez engagé et assez politique finalement, puisque Costa, il a toujours fait ça. Il a toujours quand même essayé de faire avancer les choses et de faire réfléchir. Et là, c'est un film qui parle de comment mourir dignement, comment bien mourir. En fait, c'est un médecin et un écrivain qui confrontent leur façon de voir la fin de vie. Voilà. Et là, vous êtes arrivé comment ? Là, j'ai été contactée par la femme de Costa Gavras, que je connaissais, qui est la productrice, et qui est la femme de Costa Gavras est aussi productrice. On se connaissait et elle a parlé de moi à Costa parce qu'il cherchait une actrice. Et j'ai tout simplement pris un rendez-vous. On a fait un rendez-vous avec Costa Gavras et puis quelques jours après le rendez-vous, il m'a dit on fait le film ensemble. Et votre rôle ? Mon rôle, c'est la femme de Denis Podalides qui va soutenir, qui est à la fois à l'origine d'un livre qu'ils vont écrire ensemble, et c'est une histoire, à la fois une histoire d'amour à l'intérieur du film et comment elle va aider cette femme à faire que son mari prenne en main ce sujet. Alors, Costa Gavras, on l'a reçu dans Les Clés d'une vie quand il a publié ses mémoires. J'ai eu en face c'était il y a 3 ans, un jeune homme, et avec presque 90 ans, il reste un jeune homme passionné. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à quel point il est vif, vivant, drôle, intelligent, élégant. Il est très impressionnant. C'est un exemple. Enfin, j'aimerais... Oui, je trouve qu'il donne énormément de courage, en fait, à continuer à faire du cinéma, à continuer à vivre de sa passion. Peut-être qu'au fond, la passion, si on la vit aussi intensément, on est en forme. C'est votre cas ? J'espère bien. Voilà. Vous vous rendez compte du privilège, vous avez vécu et vous vivez votre passion depuis toujours ? Oui, c'est vraiment ça. Vous le mesurez ? Bien sûr, je le mesure, oui. Oui, je le mesure. Alors, il faut savoir que Costa Gavras, il a démarré grâce à Montand et Signoret, qu'il a connu à Saint-Paul-de-Vence, et personne ne voulait de Costa Gavras en France, et Montand et lui ont fait un film ensemble, ça a été Compartiment tueur, et ensuite, ça a été un grand succès aux États-Unis, et Montand a continué à être complice avec lui. Oui, mais il aime beaucoup les acteurs, Costa Gavras, il est vraiment attaché aux acteurs, et il les entoure, et il les aime, et ça se sent dans ses films. En même temps, vous avez toujours travaillé avec des géants. Il y a beaucoup de géants il y a des metteurs en scène très variés. Oui, mais c'est ça qui fait le plaisir de ce métier, c'est de rencontrer toutes sortes de metteurs en scène et des grands metteurs en scène qui sont inspirants. Oui. Mais ce qui est étonnant, on vous appelle effectivement l'illustre inconnu. Vous avez fait tout ça. Mais qui m'appelle comme ça ? J'ai vu un article où on vous appelle l'illustre inconnu. Ah bon ? Oui, ça alors ? Mais en même temps, on vous connaît, mais finalement, vous n'avez pas fait parler de vous dans les médias autant que beaucoup d'autres qui font moins de choses que vous. Oui, mais parce que sans doute ce qui m'intéresse plus, c'est pas tant d'apparaître que de m'exprimer, que de jouer. Voilà. Et vous jouez beaucoup. Et je joue beaucoup. Et il y a aussi une série qui est passée à la télévision dernièrement qui est Follow. Encore une histoire policière. Oui, mais pour le coup, c'est une histoire policière très particulière parce que ça passe par les réseaux sociaux. C'est un tueur en série qui sévit et qui utilise les réseaux sociaux pour manipuler tout le monde. C'était assez, vraiment très, très bien là-dessus, le scénario, le sujet. Et les réseaux sociaux, c'est une découverte pour vous ? Oh non. Enfin, vous voulez dire dans ce film ? Dans ce film ou dans la vie ? Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui communique non plus sur les réseaux sociaux. Non, pas énormément. Non, j'en ai pas besoin, oui. Mais je trouvais que là, pour le coup, le sujet de manipuler tout le monde par les réseaux sociaux, c'était assez moderne et assez malin. Et jamais fait. Oui, car à la fois, vous êtes pour le classique ou pour le moderne ? Ah bah oui, les deux. On va pas choisir. On peut être que pour le classique et le moderne. Alors cette série, je crois que c'était 6 épisodes, et vous avez tourné dans le métro. On a tourné... Alors moi, j'avais pas de scène dans le métro, mais on a tourné dans le métro, effectivement, et d'ailleurs, c'est un film qui se passe beaucoup dans les sous-sols parisiens. Il y a les catacombes, il y a le métro. C'est un film très parisien, mais il a une façon de filmer Paris qui est assez incroyable, assez crépusculaire, et ça donne vraiment une identité à la série qui est différente des autres. Les catacombes aussi, vous êtes allé dans les catacombes ? Alors non, moi justement, j'étais celle qui dirige de l'intérieur de la police comment aller dans les catacombes. Je suis la commissaire, donc j'étais pas sur le terrain, mais je dirige l'opération.
Et je crois que les catacombes, on a découvert en 2004, je ne sais pas si vous le savez, Marilyn Canto, à 18 mètres sous terre, une salle de cinéma clandestine de 400 mètres carrés. Et pendant des années, il y a un groupe qui est venu dans cette salle de cinéma dans les catacombes sans être inquiété et qui a fait des soirées, des projections. Oui, c'est extraordinaire. Ça, on ne sait pas ce qu'il y a dans les catacombes. Ah, je ne savais pas du tout ça. C'est fou, hein. C'est fou, une salle de cinéma. Et puis il y a une autre série, il y a un autre film, une autre série, Vivre avec nos morts, que vous avez tourné récemment. C'est-à-dire vous n'arrêtez pas. Oui, alors ça c'est une série très très bien écrite par Noé Debré et réalisée par Keren Ben Raphaël. Et c'est inspiré du livre de Delphine Orwiller, et c'est l'histoire d'une jeune rabbine qui fait ses débuts. Et chaque épisode, c'est un cas de conscience de cette jeune rabbine. Et là encore, vous jouez un rôle précis? Là, je joue... en fait, dans chaque épisode, il y a un guest. Et moi, je joue un des guests qui est confronté à ce que son fils devienne orthodoxe. Son fils devient religieux. Et elle ne l'est pas du tout. Et elle est confrontée à cette situation-là, cette mère. Comment on fait pour tenir des personnages aussi différents les uns des autres, Marilyn Canto? C'est pas évident. Mais oui, mais c'est ça, jouer. C'est-à-dire, on nous fait une proposition et aussitôt l'imagination se met en route et on fait des propositions. Mais c'est ça, jouer, c'est à chaque fois chercher, trouver, changer de personnage, changer de costume, comme les enfants. Hein. Vous êtes resté une enfant de vous-même, non? J'espère bien. Et le théâtre, il y a très peu de théâtre dans votre biographie. Oui, bizarrement, j'ai fait le TNS et après le TNS, j'ai un peu joué à Avignon avec Jour d'Œil. Enfin, j'ai joué 2-3 pièces, mais assez vite, j'ai été happée par le cinéma ou la télévision et j'ai fait assez peu de théâtre. Mais je vais en refaire bientôt, sans doute. Ah bon? Oui. Et en même temps, il y a eu des festivals extraordinaires. Je crois qu'on pourrait vous mettre dans le livre des records pour le festival du film de Clermont-Ferrand, où vous avez présenté 7 films, je crois. Ah oui, oui, puis surtout, j'ai eu à chaque fois des prix. À chaque fois que j'ai réalisé un court-métrage, j'ai eu un prix à Clermont-Ferrand. Donc oui, je connais bien Clermont-Ferrand. Voilà. Mais 7 films récompensés, c'est pas si courant. Non, c'est pas si courant, ouais. Non, mais... Et puis il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la violence, c'est un sujet d'actualité, la violence faite aux femmes. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous. Oui, parce que, enfin, en tout cas, j'ai fait un film qui s'appelle H24, qui était un film, oui, militant, on peut le dire, sur les violences faites aux femmes. Et oui, enfin, effectivement, il faut qu'on en parle et effectivement, il faut qu'on cherche des solutions légales et qui aide les femmes. Éthique, ouais. Et qui aide les femmes. Encore une fois, quand on passe d'un sujet à l'autre, on a des comédies, mais on a des sujets aussi d'actualité. Vous êtes toujours sur l'actualité, très discrètement et sur l'actualité. Ben, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que tout d'un coup, là, on parlait des conflits au Moyen-Orient, on parle de H24, qui est un film sur les violences faites aux femmes, on parle de Costa Gavras, qui parle de la fin de vie. Oui, c'est vrai, il se trouve que je suis dans des projets ou dans des films qui sont engagés politiquement, oui. Et à chaque fois, on vous appelle, ou est-ce que c'est vous qui forcez la porte ? Non, H24, on me l'a proposé et vraiment, je voulais participer à ces films qui sont 24 portraits de cas de femmes, enfin de violences faites aux femmes. En 4 minutes, je crois. Oui, en 4 minutes. C'est assez impressionnant. Ils sont formidables, les films. On peut les revoir en replay. Le film de Costa, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'on attire les gens. Enfin, on se retrouve sur des projets parce qu'on est proche de ces projets, vous voyez, intimement, et que je pense que Costa ou les... Comment ça s'appelle ? Bon, le film que j'ai fait, moi, que j'ai réalisé, c'était un sujet qui me passionnait, c'est un sujet dont j'avais envie de parler. On ne se retrouve pas par hasard sur les projets, je pense qu'on les attire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Marilyn Canto, d'être une actrice à part ? C'est-à-dire que par rapport à beaucoup d'autres, vous faites plein de choses dans des genres très différents, ce qui n'est de moins en moins fréquent. Oui, à part, oui, je dirais ça, vous avez raison. Oui, parce que à la fois, j'ai réalisé, et à la fois, je me retrouve sur des projets ou populaires comme Alex Hugo ou Costa Gavras, qui est aussi un cinéma, j'espère, populaire, ce film-là. Mais c'est vrai, oui, je me sens assez privilégiée et assez à part, oui. Et 6 jours qui sort le 1er janvier, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, parce que j'aime beaucoup mes partenaires. Il y a Sami Bouajila, Yannick Chouara, Gilles Cohen. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec mes partenaires et à rencontrer Juan Carlos.
C'est vrai que les 6 jours pour une génération de Français, c'est une course cycliste avant la guerre, au Veldiv. Il y avait 6 jours de course le soir sur des pistes avec une fête et un bal tous les soirs. C'était un événement parisien de l'avant-guerre qui a disparu ensuite et qu'on attendait de ressusciter en vain sous Jacques Chirac. Ah non, je ne savais pas. Et ça s'appelle les 6 jours, la course des 6 jours. Ah d'accord. Mais là, et l'avenir maintenant? Et l'avenir, alors là, je viens de tourner un film, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, un premier film, et j'ai un projet de théâtre. Mais j'en parle pas trop parce que j'attends de savoir si ça va vraiment se faire. Mais de toute façon, je ne suis pas inquiet pour vous. Il y a plein de choses qui vont se faire et qui vont continuer à vous permettre de faire le métier que vous rêviez de faire. Oui. Alors ne changez rien. Merci. 6 jours, c'est pour le 1er janvier. Le reste, c'est aussi sur Internet, on trouve à volonté les films de Marilyn Canto. Continuez comme ça. Et je suis content qu'on ait pu parler de vous et raconter tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez encore à faire. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.